Bonsoir à tous. Tout le monde m'entend? Ouais, c'est bon, super, formidable. Oh, et puis en plus, vous avez même pensé pour la plupart à couper vos micros. Je vais juste couper de ceux qui ne l'ont pas éteint. C'est pas pour vous couper la chic, c'est juste pour ne pas avoir de bruit parasite. Par contre, si bien sûr vous avez envie de prendre la parole, vous êtes tout à fait libre d'ouvrir vos micros. Il n'y a absolument aucun souci. Alors, donc, ce café virtuel est enregistré. Voilà, pour si vous avez encore le temps de vous cacher, pour ceux qui veulent se cacher. Et c'est surtout pour que tout le monde puisse accéder au replay par la suite. Attends, voilà. Excusez-moi, juste une toute petite manip. Voilà. Voilà, très bien. Parfait, les amis. Ben, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être ici pour notre café virtuel. Je vois que nous sommes pas mal. Alors justement, c'est ce que je disais à Laure et à Jean-François, c'est que je ne sais pas trop combien on va être ce soir puisque c'est les vacances, mais en même temps, c'est peut-être les vacances, mais il y a quand même confinement à 18 heures. Donc même pour ceux qui sont allés s'aérer sur les fronts de neige aujourd'hui, normalement, vous êtes là, vous êtes à la maison. Eh ben, c'est un café virtuel. Donc, on reprend les cafés virtuels sur le thème de nos témoignages d'entrepreneurs, qui sont des sujets qui nous plaisent énormément, puisque justement, l'ADN des FFI, c'est justement à la base un club d'entrepreneurs qui sont là pour partager leur solitude d'entreprendre. Donc, partager cette solitude, c'est quand même très, très agréable, puisque justement, il y a cette espèce d'entre-nous, et cette bulle de confort dans laquelle on est tous. Où on s'aperçoit que finalement, en exagérant à peine, on fait tous le même métier. La seule chose qui nous différencie finalement, c'est le produit qu'on vend, hein, et l'industrie dans laquelle on travaille. Mais finalement, on a tous les mêmes considérations d'entrepreneurs et c'est très intéressant de partager, de voir avec des personnes qui sont dans des métiers différents des nôtres ou qui vendent pas forcément les mêmes produits que les nôtres, qui n'ont pas forcément la même taille d'entreprise que les nôtres, comment ils gèrent certaines problématiques, et notamment en ce moment avec la crise que nous traversons. Donc, c'est très intéressant de pouvoir partager ça. Donc, je voudrais remercier Jean-François Lipskier de la mise en relation avec notre intervenante de ce soir, Laure. Laure Catoire-Boissé, donc qui est ici. Je vais t'épingler pour que tu apparaisses en grand à l'écran. Voilà, donc Laure, bienvenue. et Jean-François également. Hop, voilà. Merci de nous accorder un peu de temps de participer à notre café virtuel de ce soir. Donc, Laure est un exemple que moi j'affectionne particulièrement en termes d'entrepreneur, puisqu'on est en train de parler d'une entreprise industrielle, hein, puisqu'on est dans la métallurgie, donc pas plus industrielle que la métallurgie. On est en train de parler d'une femme entrepreneur. Ça, c'est aussi très important à faire remarquer, puisque justement, on est un club qui se veut aussi bien masculin que féminin, et on aimerait avoir le plus de femmes possible. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. On vous réserve une surprise pour le 8 mars. On fera également un café virtuel spécial pour la journée de la femme, et en espérant qu'il n'y ait pas qu'une seule journée dans l'année où on puisse se consacrer aux femmes. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir dans des métiers qui sont en général réputés très masculins, de voir des femmes réaliser un travail comme tu le fais. Sachant qu'en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est en train de parler d'une entreprise familiale, puisque tu me dis si je me trompe, Laure, mais je vais te laisser te présenter. C'est ton grand-père qui a fondé l'entreprise. Donc, c'est parti comme toute création d'entreprise, en général, un homme ou une femme décide de devenir entrepreneur, soit parce qu'il ne supporte pas qu'on lui donne des ordres et qu'il veut les donner lui-même, ou soit parce qu'il a une idée de révolution du marché ou de faire les choses à sa façon en se disant en le faisant à ma façon, ça va mieux marcher. Je crois que ton grand-père a eu ces deux réflexes-là. C'est ce qui lui a donné envie de créer la société. Ensuite, ton papa a pris le relais, et toi, tu as pris le relais avec ton mari, tu as pris le relais de ton papa. Maintenant, il y a quelques temps. Donc, eh bien, écoute, ça sera un grand plaisir
d'écouter ton témoignage, notamment qu'aujourd'hui, on est sur un témoignage qui est un peu axé comment on se sort de cette crise ou comment on se sort de la crise en général, puisque toi, tu as réussi à traverser cette crise avec l'aide notamment des aides des plans gouvernementaux et aussi de la BPI. Donc, c'est intéressant justement tous ces sujets qui parfois restent un petit peu en l'air comme ça, auxquels on s'intéresse, mais dont on aimerait avoir plus de concrétisation. Et bien là, on est vraiment dans le concret puisque toi, tu les as utilisés, tu vas pouvoir nous dire exactement comment tu t'en es servi et comment tu t'es servi à traverser cette crise. Voilà, alors, bah, écoute, je te laisse te présenter. Pour ceux qui ont des questions, je préfère qu'on pose des questions à la fin, sauf si sur le moment, il y a quelque chose pour lequel vous avez besoin d'une précision ou vous avez besoin d'avoir plus d'explications, n'hésitez pas à lever la main. Mais on laisse parler Laure pendant 15-20 minutes et puis ensuite, on passera aux questions. C'est à toi, Laure, on t'écoute. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien, que la crise sanitaire vous préserve toutes et tous. Enchantée de faire votre connaissance. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai un jour. Voilà, donc moi je suis. Merci Emmanuel pour cette présentation, et puis merci Jean-François aussi pour m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole. Je suis Laure Catoire-Boissé. Effectivement, comme l'a dit Emmanuel, je représente la 3e génération de Catoire à la tête de l'entreprise Catoire Semi. J'ai repris en 2013 la présidence derrière ma mère et non pas derrière mon père, Emmanuel. Encore mieux, voilà. encore mieux. Derrière une femme, tu as pris derrière une femme. Et sachant que mon grand-père n'était plus du monde malheureusement quand ça s'est produit. Il faut s'imaginer qu'ils avaient 2 femmes sur le dos dans l'équipe. Imaginez le désarroi, c'est bien. Non, je plaisante, ça s'est toujours très bien passé à cet égard-là. Il n'y a pas de question de sexe, de genre chez nous, homme-femme. Pour moi, ça ne fait pas de différence. C'est vrai que j'aimerais beaucoup que les métiers se féminisent, non pas parce que j'ai vocation à être féministe, mais simplement parce qu'on a pu observer par le passé que le fait d'intégrer des femmes dans une équipe d'hommes, ça avait tendance simplement à, sans rien faire, à baisser le niveau sonore et harmoniser les échanges. C'est bête, mais c'est ainsi. Il faut croire que voilà, c'est pas une question de virilité, mais je pense que voilà, c'est une question d'harmonie. L'entreprise Catoire Semi, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Et puis moi, en quelques mots, comment je suis arrivée au poste qui est le mien. Alors, l'entreprise Catoire Semi, c'est une entreprise qui en fait est un 3 en 1. Puisqu'on réalise à la fois des outillages de forge, qui sont l'activité d'origine de l'entreprise. Puis, dans les années 80, on s'est mis aux outillages de fonderie et parallèlement, on a lancé une première fabrication d'usinage de pièces aéronautiques qui en fait a fait des petits par la suite. Donc, ce qui fait qu'on est à la fois outilleur et usineur, mais on reverra dans le propos que finalement, même ces classifications-là, on est en train de les remettre en question. Outillage de forge, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en gros, on a une empreinte supérieure, une empreinte inférieure. Au milieu, on va mettre un lopin de matière chauffé au rouge, donc elle est modelable, et puis on frappe, et donc on obtient avec ça une pièce forgée. Donc nous, on travaille à la fois l'outillage, et puis comme vous l'aurez compris aussi, la pièce, une fois qu'elle est forgée. C'est pas nous qui transformons, c'est les forgerons. Et le parallèle pour la fonderie, c'est que simplement, c'est un outillage qui est un peu plus complexe, on va dire un mécano géant, dans lequel on va venir couler une matière sous forme fluide. Ça peut être des aciers, des aluminiums en fusion, mais ça peut être également des billes de polystyrène, de plastique, toutes sortes de matières à transformer. Et on pourrait même imaginer faire cela pour de la verrerie, c'est comme ça que ça marche.
Voilà, mais ce n'est pas dans notre expérience, mais néanmoins la forge, la fonderie, la plasturgie, tout ça, ça fait partie de nos expériences. Voilà pour nos activités. Sont des activités qui donc ont été lancées il y a 60 ans, 62 ans, par mon grand-père, Georges Catoire. Mais comme on ne peut rien seul, et je pense que nos quotidiens de chef d'entreprise nous le démontrent, l'affaire s'est lancée aussi avec le concours précieux, très précieux de ma grand-mère, Janine, qui l'a accompagnée tout au long de son parcours. Voilà. Mes grands-parents et ma mère, qui ont dirigé l'entreprise et qui m'ont élevée, m'ont appris la résilience, m'ont appris un passé difficile, me l'ont parfois fait partager aussi. Et assez bizarrement, c'est une crise qui m'a amenée à envisager d'intégrer cette entreprise. C'était la crise de 92-93. L'entreprise, à l'époque, était en grande difficulté puisqu'elle avait subi une grosse avarie, c'est-à-dire un gros impayé client, un des clients principaux de l'entreprise. Et puis, moi, à l'époque, j'étais simplement lycéenne et je me suis aperçue de mon envie de rejoindre cette aventure-là, simplement parce que, je raconte souvent cette histoire, moi j'étais donc lycéenne en internat, parce qu'on habite en campagne, et donc moi j'étais à Tours à l'époque, et donc tous les soirs il y avait la cabine téléphonique, on appelait les parents pour savoir comment allait la maison, la famille, les animaux, que sais-je. Moi, je pense que la première question qui m'intéressait, c'était: est-ce qu'on a des commandes? Donc, quand vous avez 16 ans et que vous commencez à poser ce genre de questions à votre famille le soir, il y a une espèce de doute qui s'installe sur le fait que finalement, votre carrière est peut-être déjà toute tracée. Pour autant, j'ai jamais imaginé, bizarrement, hein, prendre la fonction de présidente. C'était pas dans mon programme. Moi, ce que je voulais simplement, c'était rejoindre une aventure industrielle, une équipe, rejoindre des talents. Voilà tout ce qui m'intéressait. C'est pourquoi j'ai donc construit toutes mes études autour de ce sujet. Et donc, j'ai notamment fait une formation. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans certaines sociétés, je sais qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles un parcours tel que le mien ne s'envisage que en partant au pied des machines ou voilà, sur le terrain. Pour ma part, j'ai choisi un autre mode d'approche. Il s'avérait que mon grand-père était complètement autodidacte. Il avait comme bagage simplement son certificat d'études, et lui, dans sa tête, il fallait absolument que pour rejoindre l'entreprise, j'ai reçu une formation vraiment assez poussée. Et du coup, je me suis orientée vers une maîtrise en sciences de gestion. Voilà mon parcours universitaire. Voilà. Et donc, je devais faire un ESS de gestion des PME quand ma grand-mère a simplement eu un petit souci de santé bénin. Mais ma mère se retrouvait toute seule à devoir tout gérer, mon grand-père ayant déjà quitté l'entreprise, et du coup, elle m'a dit: il faut que tu viennes m'aider. Et du coup, plutôt que de retourner aux études après, je simplement interrompu mes études et j'ai démarré en 2000. Voilà. Donc ça fait plus de 20 ans que je gravite dans cette entreprise. J'y ai occupé différents postes, pas au pied des machines, mais de l'informatique, évidemment de la comptabilité, responsable de service des achats, direction commerciale. Enfin, j'ai à peu près tout fait sauf fraiser ou ajuster moi-même. Hein. Voilà. J'en ai balayé pas mal. Et puis j'ai découvert au travers de ce parcours des talents, et je pense que c'est notre rôle de chef d'entreprise que simplement de faire se révéler et s'animer des talents avec lesquels on travaille. Notre rôle, c'est pas de savoir faire à la place
des experts de chaque domaine de nos sociétés, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, donc je pense que agitateur de talent, c'est une bonne représentation de ce qu'on fait tous les jours. Quoi dire d'autre? Je vais commencer peut-être à répondre à une question de Bruno qui m'a interpellée. Laure, j'ai juste une petite question Oui. tout à fait personnelle avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, j'ai une question. C'est un vrai sujet, le sujet des femmes entrepreneurs, justement. On cherche à en avoir un maximum au FFI. Et donc, merci encore pour ton témoignage ce soir, parce qu'en plus, je sais qu'il y en a énormément de femmes qui sont aux commandes d'entreprises comme la tienne. Et ce que je voulais savoir, c'est alors, tu y as plus ou moins répondu déjà, mais est-ce que tu penses que pour arriver à devenir une femme industrielle, hein, comme tu es aujourd'hui, est-ce que tu penses que la seule solution, c'est d'être biberonné à ça, puisque toi, c'est ton cas, hein, comme tu dis, au téléphone, tu appelais tes parents le soir à 16 ans, tu demandais s'il y avait des commandes et en gros, comment l'entreprise tournait, tu étais plus intéressé par ça que par l'école même, on va dire. Et donc, comment est-ce qu'on peut créer des vocations aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu vois arriver parmi tes collaborateurs au sein de tes équipes? Est-ce qu'il y a des femmes? Comment on peut donner envie aux femmes de devenir industrielles, justement? Notre culture, en tous les cas, chez nous, c'est une culture de l'apprentissage. Ça veut dire que on a le devoir, quelque part, d'aller en tant que chef d'entreprise dans les écoles et déjà commencer par faire connaître nos métiers. Parce que franchement, nos jeunes, ils savent assez bien ce que c'est qu'un enseignant, qu'un commerçant, qu'un artisan. Une industrie, qu'est-ce qu'on y fait, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est les filières qui peuvent nous intéresser, tout ça c'est toujours très compliqué. Donc je pense que être biberonné, évidemment, ça pourrait être vécu comme une suite logique. Ce que je précise pas dans mon propos, c'est qu'en réalité j'ai un frère et que mon frère il a choisi de faire opticien. Donc le parcours que l'on a, en l'espèce peut soit complètement vous attraper, ce qui a été mon cas, et je dis souvent je suis tombée dans la marmite, mais à contrario, complètement vous rebuter, ce qui a été le cas de mon frère, et lui il a dit, hein, moi, votre vie, là j'en veux pas du tout, laissez-moi tranquille avec ça, je vais faire autre chose. Après, voilà, je pense que attirer des gens plus largement, des femmes, oui bien sûr, mais pas que, c'est notre devoir en tant que chef d'entreprise que d'aller porter le message dans les écoles et de faire connaître les différents métiers qu'on est en mesure de proposer. Évidemment que quand on arrive sur des classes de 4e, 3e, comme c'est souvent notre cas, hein, on a un certain nombre de jeunes filles qui seraient coiffeuses, esthéticiennes, machin. Bon, de temps en temps, il s'avère qu'on en décroche une de son objectif d'origine, parce que d'un seul coup, c'est la révélation, donc il faut les accueillir en ce moment, c'est un peu particulier, mais il faut les accueillir en stage aussi, il faut faire cet effort de les accueillir, de leur faire découvrir tout simplement. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire émerger des vocations, des passions, parce que qui que l'on soit, quelques métiers que l'on envisage de faire, je crois que comme on va y passer un peu plus de 40 ans de sa vie, il vaut mieux qu'on ait un intérêt assez marqué pour ce qu'on envisage de faire dans la vie. Voilà. Même si on sait bien qu'aujourd'hui, avec les générations X, Y, Z, là, tout ce que vous voulez, on a pas mal de gens qui pensent que voilà, la vie personnelle, c'est prioritaire à la vie professionnelle. J'entends bien que les priorités dans la vie, c'est quand même d'abord son cercle proche. Il n'empêche que lorsqu'on veut aimer correctement les gens avec lesquels on vit, il faut d'abord prendre soin de soi, et c'est pas spécialement en allant faire 8 heures par jour quelque chose qui nous plaît pas. Ça commence par la se faire du bien à soi-même, c'est aussi avoir un métier qu'on aime. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il faille être biberonné, ça a été mon cas, mais je pense pas que ce soit véritablement nécessaire, indispensable.
Très bien. Bah, écoute, parfait. Merci Je ne sais beaucoup. pas si ça répond à la question. Si, ça répond à la question. Je crois que tu voulais répondre à la question de Bruno. C'est ça que Bruno Forte Oui, a fait. en fait, c'est le parcours de Quatuor Semi et BPI. C'est vrai que c'est un parcours un petit peu particulier. C'est vrai qu'on a la représentation de BPI comme d'une banque, ce qui n'est pas seulement le cas. Et puis, comme une espèce de forteresse imprenable, où il va falloir user de beaucoup de palabres pour arriver à convaincre ses interlocuteurs de venir nous aider. Alors, le parcours de Quatuor Semi vis-à-vis de BPI, il est particulier. Il commence à peu près à la période où moi j'arrive dans l'entreprise. Je vous ai dit qu'on était un petit peu agitateur de talent. Il se trouve que notre culture de mécanicien industriel veut que quand une solution n'existe pas, eh bien, on l'invente. Il y a 20 ans de ça en arrière, on est interrogé par un de nos principaux donneurs d'ordre, qui est un grand nom de l'industrie automobile, qui envisage de lancer des fabrications avec une nouvelle techno. Et puis, comme c'est un gros faiseur, dans des milieux à forte inertie, on va dire, hein, les gros donneurs d'ordre, en général, en interne, quand ils veulent lancer quelque chose, ils ont plutôt intérêt à faire appel à des plus petits qu'eux parce qu'il y a plus de réactivité, plus d'agilité. Donc, ils viennent nous voir et ils nous disent, voilà, nous, on a besoin d'un partenaire dans ce projet et on aurait besoin que vous nous aidiez à industrialiser ce procédé. Et on se lance là-dessus. Évidemment, il y a un peu de recherche à avoir, un peu de R&D. Hein. Et donc, il y a une vingtaine d'années, on démarre un projet de R&D avec BPI qui, à l'époque, s'appelle Oseo Innovation, ou Envar même avant, avec l'Envar qui deviendra ensuite Oseo Innovation. Donc, on a démarré comme ça. Et donc, forcément, on démarre avec un correspondant local, comme vous pouvez en avoir vous-même dans vos structures. C'est d'ailleurs une correspondante locale, pour faire plaisir à Emmanuel, une femme formidable, dont le mari est chef d'entreprise par ailleurs. Donc, de fil en aiguille, au fil des projets, on noue une relation de confiance, hein, clairement, qui fait que un beau jour de l'année 2018-17, fin d'année 2017, début d'année 2018, elle m'appelle, elle me dit, écoute Laure, voilà, BPI France et la région Centre-Val de Loire lancent un accélérateur et tu montes à bord. D'accord, Dominique, c'est bien, ça coûte combien, fait quoi, ça sert à quoi moi, la relation fait que je lui fais énormément confiance et que je ne vais y aller finalement que parce que je lui fais confiance. Parce que je ne peux pas assister à la réunion de lancement, je n'ai pas de témoignage antérieur d'accélérer de BPI France pour la bonne et simple raison que c'est les balbutiements, et en l'occurrence en Centre-Val de Loire, il n'y a pas eu de promo avant nous. Donc je lui dis, bon, je vois bien le sujet, ça m'intéresse, mais en même temps je ne suis pas garantie d'y arriver, mais j'y vais. J'y vais, on se retrouvait à 17 sociétés dans cette promo-là. Et là, vous allez retrouver des curseurs que vous avez certainement au FFI parce que finalement, c'est ce qui nous réunit. On va, alors qu'on est des sociétés qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. On a des gens dans la cosmétique, on a des gens dans le miel, on a des gens dans le commerce, on a des gens dans l'éclairage. Voilà, on mélange le B2B, B2C, B2B2C. Enfin, il y a un espèce de melting pot là-dedans qui peut a priori ressembler à rien, mais qui finalement est un endroit où, de fil en aiguille, les uns aux autres, on se grandit énormément. Et on s'apporte des visions. Du coup, on est pratiquement dans la disruption en permanence parce que comme on confronte des métiers ou des modes de réflexion qui ne sont pas habituellement confrontés, du coup, on va créer
des nouvelles choses, donner des idées aux autres. Je vais vous citer un exemple. Un de mes collègues de promo qui donc est on va dire, importateur de miel et apiculteur d'origine, mais qui aujourd'hui commercialise pour la grande distribution des miels. Un jour, il me dit, voilà, tu sais quoi, moi j'en ai marre, avec la préoccupation environnementale, etc., j'en ai marre d'envoyer sur le marché des pots de miel que les gens ils mettent à la poubelle. C'est tout bête comme réflexion. Et je lui dis, bah ouais, mais est-ce qu'il t'aurait pas une voie pour commercialiser tes pots qui soient réutilisables, etc. Rappelle-toi les pots de moutarde, de chez Maille, ce qui se transforme en verre, etc. Et il a réfléchi au truc. Et finalement, à ma surprise, ou pas tellement, il y a quelques temps, je l'ai vu sortir un nouveau produit et aujourd'hui, il commercialise ces miels qui sont donc empotés à La Ferté-Saint-Aubin dans des verres de la marque Duralex qui est donc juste à côté de lui implanté. Et donc aujourd'hui, voilà, il a créé une nouvelle proposition à partir de ces échanges. Donc moi je dis les accélérateurs à ce titre-là, c'est génial. Et si un jour vous avez la chance qu'on vous propose d'y aller, surtout, même si vous ne savez pas, même si vous savez que ça va coûter un peu d'argent dans votre poche, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Et le verre Duralex, c'est le bon vieux verre qu'on avait à la cantine, avec où il y avait notre âge écrit. Oui. Alors, c'était pas l'âge, en fait, c'est le numéro du moule qu'il y a dessus. Voilà. Mais on disait tous que c'était notre âge. Exactement. Voilà. Et c'est une entreprise qui a failli partir à l'étranger et qui vient d'être sauvée de justesse, qui va pouvoir rester française. Exactement. Là, ce mois-ci, c'est vraiment. Qui a été racheté par Pyrex, une entreprise elle aussi indrienne. Voilà. Il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on le mette en relation avec Arnaud Montebourg, qui était venu à un de nos dîners à la belle époque du temps jadis, où on pouvait se réunir dans des restaurants. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un restaurant ou pas? C'est un endroit où on peut manger, où on fait la nourriture pour nous, et c'était très sympathique. Certes, les plus vieux d'entre nous savent encore ce que c'est qu'un restaurant. Et donc, Arnaud était venu pitcher et nous avait parlé de ses miels, notamment. Et ça serait une idée de, pourquoi pas, si lui a ouvert la brèche justement pourquoi est-ce que tous les miels de filière française n'en feraient pas de même, justement, pour aller jusqu'au pot sur quelque chose de collectionnable, c'est développement durable et tout, c'est très intéressant, bien sûr. Voilà. Vous me contacterez en dehors pour que je vous mette en relation avec le fameux Florent. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais, Laure, nous dire un petit peu, dans les limites de ce que tu as le droit de dire, bien sûr, mais nous dire pour concrètement on puisse se rendre un petit peu plus compte de ce que fait ton entreprise, soit la typologie de clients, soit citer quelques clients que tu peux avoir si tu as le droit, et avoir une idée de la taille de ta société en termes de nombre d'employés et de chiffre d'affaires. Oui, alors le nombre d'employés, c'est environ 80. On a un petit peu descendu en raison de cette crise, qu'on a eu des départs volontaires. Et puis, au niveau de l'ordre de chiffre d'affaires, normalement, on est supposé faire de l'ordre de 9-10 millions d'euros. En ce moment, on est plutôt à 6. Voilà, c'est la trajectoire actuelle, en espérant que ça remonte. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'on est dans l'automobile. Alors bon, l'automobile encore, je vous dirais, peut-être contrairement à ce que vous allez pouvoir vous imaginer, que c'est pas là où ça va le plus mal. Par contre, comme on fait habituellement 60% minimum d'aéronautique, là je peux vous dire que c'est là que le bas blesse. Les avions ne décolle plus, c'est le cas de le dire. Quand il décolle le week-end dernier, on voit ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas ce que va statuer l'enquête sur ce qui s'est passé à Denver, mais bon, a priori, il y aura peut-être un problème d'entretien. Donc voilà, c'est assez catastrophique. Ils annoncent un redémarrage 2023-2024. J'en saurai peut-être plus demain parce qu'on a une réunion du comité aéro-PME du GIFAS auquel j'appartiens. Mais pour l'instant, voilà,
c'est Waterloo dans l'aéronautique. Bon, après, on a tous les donneurs d'ordre qu'on peut imaginer dans l'aéro comme dans l'automobile. Hein, voilà. Il y a des gens directement ou indirectement qui s'appellent Airbus, Stellantis, Renault, je vous en passe. Alors c'est intéressant parce que ça va nous permettre justement de faire une transition avec les typologies de clients, puisque quand on a à faire face à une crise, la typologie de clients, ben voilà, quand on est fournisseur de certaines industries, ben on est directement impacté. Et j'ai discuté avec un ami justement qui va se connecter ce soir certainement, qui a racheté une entreprise industrielle il y a peu de temps en Bretagne. Il l'a racheté à la barre du tribunal de commerce parce que sinon c'était voilà, et c'est une entreprise qui justement travaillait avec pratiquement exclusivement l'aéronautique et qui pendant des années euh, n'avait même pas de service commercial en fait, puisque c'était uniquement des appels entrants, c'était les clients qui appelaient pour dire bah, j'ai besoin de tant de milliers de pièces en plus, etc. Donc c'était vraiment à gérer ça. Alors, c'est bien parce que mais cette entreprise, quand elle a commencé à être touchée par la crise, elle s'est aperçue qu'elle n'avait jamais cherché à développer le business commercialement en essayant de trouver d'autres typologies de clients. Comment est-ce que toi, c'est la question aujourd'hui, c'est un peu le thème central, avec cette crise qui est arrivée, quel a été le constat que tu as fait au moment où tu t'es pris la crise dans la figure? Quel a été le constat? Et derrière, qu'est-ce que tu avais bien ou peut-être mal fait au préalable par rapport à ce qui est arrivé et qui a assuré finalement, OK, peut-être que ton chiffre d'affaires a baissé de 30%, mais cela dit, tu gardes quand même, tu n'es pas sinistré, c'est-à-dire que tu gardes quand même un chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu maintenir ça? Alors, d'abord, je crois sincèrement que la première des choses, une fois qu'on a passé l'étape de torpeur qui veut qu'on ne comprend pas trop ce qui nous arrive quand on nous explique qu'on va être confiné, ce qui est un truc que notre pays n'a pas connu depuis, quant au monde entier finalement, ça doit remonter à 39-45 la dernière fois. Donc déjà, comme je vous ai dit, moi, on m'a appris dans mon enfance de ce que c'était que la résilience. Et donc, j'ai une phrase, une espèce de mantra qui me vient dans la tête à chaque fois que je me prends une chose un peu compliquée dans la figure, c'est « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ». Une phrase de Victor Hugo, vous connaissez sans doute. Bon, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais enfin, c'est déjà le premier pas vers le fait de s'en sortir, c'est déjà de se convaincre que si tous les autres meurent, moi, mon équipe, mon entreprise, on va rester debout. Ça, c'est la première chose. Parce que si on essaye d'avancer avec son équipe en étant convaincu de toute façon, c'est mort, effectivement, c'est mort. Ça, c'est le premier point. Après, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'était pas innocent si je parlais de BPI et de la relation de confiance qu'on avait avec BPI. Donc, nous, on a terminé la promo accélérateur Centre-Val de Loire en janvier 2020. Ça manque pas. Donc, 2 mois plus tard, arrive ce confinement, parce que la crise, elle avait démarré, on va dire, avant, puis si on se base sur la Chine, mais en gros, janvier 2020, c'était un vague machin au fin fond de l'Asie, et ça ne devait pas nous toucher. Et même les ministres s'y mettaient pour nous expliquer que, les ministres, les médecins, tout le monde à la télé, pour nous expliquer que non, c'est comme le village de Tchernobyl, ça n'allait pas arriver jusqu'à chez nous. Bon, il se trouve que ça arrive. Et là, il se passe un moment où nous, la chance qu'on a dans l'histoire, c'est qu'on avait quand même surperformé, parce que oui, on avait un service commercial. Nos fabrications, c'est pas de la pièce, c'est pas une vente et ensuite des pièces en série, c'est vraiment du cousu humain, à chaque fois un sujet, un devis, etc. Donc on avait vraiment un service commercial, une commercialisation poussée. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait recruté un commercial. Donc, quand ça commence, on a de la chance qu'on a quand même pas mal performé fin d'année 2019 sur la prise de commande. On a un très bon niveau de chiffre d'affaires, à peu près la moitié du chiffre d'affaires qu'on projette pour l'année 2020. Voilà, c'est les commandes qu'on a
acquises en portefeuille. Donc c'est quand même très intéressant pour démarrer une année et on peut s'imaginer, partant de là, que normalement les choses vont bien se passer. On a énormément de pièces, énormément d'outillage, des gros chantiers à lancer et tout est disponible chez nous. La seule chose qui n'est pas disponible parfois, c'est les aciers et là ça va être plus compliqué avec le confinement. Mais bon, globalement, on ne s'arrête pas. Jamais. On n'a pas fermé une journée. On était prêt au niveau sanitaire. Parce qu'on a un service qualité, sécurité, environnement dans l'entreprise à 80 personnes. Hein. Donc on est prêt sur le plan sanitaire. On a appris lors des crises antérieures de la grippe aviaire, etc. Donc on a les gels hydroalcooliques, machin. On va être un petit peu embêté avec l'histoire des masques, mais comme la RSE c'est aussi une seconde nature pour moi, bah, finalement j'ai le côté bénéfique de la RSE, c'est que bah, la petite couturière de village de Martizet, elle vient, elle frappe à notre porte et elle nous dit voilà, j'ai confectionné des masques pour vos salariés. Donc voilà, c'est génial. Donc on donne un jour, finalement on reçoit aussi. Et puis des clients même qui nous envoient des masques. Voilà, donc du coup on ne ferme pas. Et pendant toute une période, on produit. Par contre, ce qui se passe assez rapidement, bah, c'est la partie commerciale. Ça s'effondre, impossible de joindre les clients. Ils ont des consignes de fermer, de réduire le nombre la voilure de fournisseurs, fermer les écoutilles à toute éventualité, velléité de prospection. Enfin, je pense que beaucoup d'entre nous ont vécu ça. Et là, arrive au mois de juin, par l'intermédiaire d'un consultant, une proposition qui est le 360 rebond de BPI France. Et là, assez rapidement, je lis la plaquette et je me dis c'est fait pour nous. Et alors justement, pardon de te couper, c'est important de savoir comment tu as eu accès à cette information-là, parce que justement, c'est ce qu'on disait en préparant ce café virtuel, tu te souviens, on se disait, tiens, c'est pas des informations qui nous tombent du ciel ou qui sont évidentes. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a contacté en disant, attention, vous savez, vous avez accès à ça, vous avez droit à ci, vous avez droit à ça? Oui, c'est un consultant avec lequel, à ce moment-là, on avait des contacts et qui est par ailleurs labellisé BPI, qui nous en a informés. Malheureusement, et ça, j'ai remonté ça à BPI France, le 360 rebond a été largement insuffisamment mis en avant. Il est très difficile de le trouver sur le site internet de BPI. Pourtant, il fait partie des outils, je dirais pratiquement indispensables, en tout cas pour nous c'est le cas, de cette crise. Le 360 rebond, il consiste donc à l'aide de consultants, toujours des consultants BPI, à interroger finalement trois choses. En tous les cas, pour nous, c'est comme ça qu'on l'a construit. D'abord, votre modèle d'affaires, votre partie commerciale, hein, tout simplement. Le deuxième volet, c'est votre performance industrielle. Le troisième volet, c'est votre organisation. Et les trois doivent se répondre et être questionnés au regard de l'actualité et des perspectives de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on a fait. On a travaillé notre performance, et c'est très important parce qu'aujourd'hui, notamment dans l'aéronautique, alors on a eu une petite discussion avec Jean-François en amont dans l'aéronautique, il faut savoir que, si vous ne savez pas, sont arrivés ces derniers temps, quelques années maintenant, les anciens acheteurs de l'industrie automobile, qui ont une certaine réputation. Et que pendant cette crise, outre les documents qu'ils nous ont fait parvenir sur les les clauses de force majeure, ils nous ont aussi fait arriver des petits courriers pour nous demander de faire des baisses de prix de 15-20%. De toute façon, dans l'industrie aéronautique, ils ont relancé des consultations sur des pièces contractuelles en pleine pandémie.
aux seules fins de faire baisser les prix. Ils en ont besoin, je l'entends, mais vous imaginez dans des sociétés qui sont déjà en difficulté du fait de l'abaissement. Alors nous, on est des privilégiés dans cette histoire-là, parce que quand on dit qu'on fait une baisse de chiffre d'affaires de 30%, à côté, moi j'ai des collègues qui font 100% d'aéronautique et qui ont moins 70, moins 80% de baisse de chiffre d'affaires. C'est dramatique pour eux. Et se reprendre par-dessus des courriers ou des consultations pour leur faire encore baisser les prix de 15-20%, vous imaginez dans quelle galère ils sont embarqués. Donc, par rapport à ce BPI France 360 rebond, nous, le questionnement, qui était déjà plus ou moins engagé dans le cadre, vous comprenez, d'accélérateur PME qu'on venait de terminer, mais c'était de diversifier, et là, l'idée, c'était de diversifier encore plus vite, encore plus fort, et même de questionner notre offre de service, qui avait déjà été plus ou moins évoquée les 2 années antérieures, mais là, c'est remonté sur le dessus de la pile, ce qui fait que je vous invite à aller visiter notre site internet si ça vous intéresse assez rapidement, parce que dans quelques mois, on fera complètement exploser la représentation de l'entreprise, et de moulistes et usinards, on va plutôt réorienter notre offre commerciale vers des offres d'usinage, parce qu'il faut toujours quelque chose sur la fabrication de série, c'est spécifique. Donc, une société capable de faire de la fabrication de pièces de série, une entreprise qui est capable de faire des fabrications à façon, toute notre partie de projet, je dirais un petit peu plus inventive, mais toujours très régulée, et puis une offre assez créative vers laquelle on évolue et on va continuer d'évoluer, qui va jusqu'à faire des diagnostics sur site de parc outillage, ce genre de choses, qui est une offre qu'on ne faisait pas du tout, alors même que pratiquement, jusque-là, on le ferait, la co-conception, etc., avec nos clients, c'était des prestations qui étaient réalisées de manière gracieuse, et que demain, il va falloir qu'on arrive à commercialiser auprès de nos clients. Et je suis bien convaincue qu'en disant ça, je suis en train de parler à des gens qui sont en train de se dire, mais c'est vrai, telle chose, on le ferait à nos clients. Hier, demain, ça va plus être possible parce qu'on nous demande d'abaisser les coûts. Ces choses qu'on mettait dans le prix, demain, on va devoir les tarifer et ne plus les offrir. Voilà. Et ça apportera aussi de la valeur à notre travail et à celui de nos clients, je crois. Donc, voilà, on a complètement fait exploser notre représentation de notre offre commerciale. Sur les 20%, je vous en ai parlé, puis on est en train de complètement réorganiser notre entreprise parce qu'il est évident que quand on change le modèle d'affaires, la proposition de valeur, il faut qu'on fasse en miroir évoluer l'organisation à cette fin. Voilà. Donc on est en train complètement de finaliser cette chose-là. On redistribue les cartes au sein de l'entreprise, et puis c'est une très belle occasion parce que vous savez qu'en chinois, le mot cri s'écrit avec 2 idéogrammes. L'un veut dire danger et l'autre veut dire opportunité. La crise, c'est aussi une opportunité. Et puis là, en l'espèce, pour notre équipe, pour nos talents, c'est une opportunité d'évoluer vers quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas envisagé avant. Et ça aussi, il faut arriver à leur mettre en avant, à leur vendre, à les faire adhérer. Et je suis bien convaincue qu'ils seront ravis demain de pouvoir avoir franchi ce cap-là. Alors, est-ce que cette crise t'a permis d'identifier des nouvelles opportunités de business? Parce que si c'est ça, quand on a cette crise et qu'on voit qu'on se dit, voilà, telle industrie, elle est sinistrée pendant X temps, telle ci, c'est là, donc vers lesquelles va-t-on pouvoir aller? Est-ce qu'on surgit des nouvelles opportunités de business liées à cette crise, justement? Alors oui, des opportunités qui ont été très concrètes parce que le temps de transformation habituel d'un client, enfin d'un prospect en client dans les périodes normales, ça peut être 2 ans en moyenne dans nos métiers. Là, on a réussi à le faire en 2 mois pour certains. Parce qu'il y avait des besoins qui étaient non couverts et qu'on y est allé plus vite que les autres ou qu'on a été plus motivé, je ne sais pas, mais enfin, on y est allé et en tous les cas, on a transformé.
Et puis l'autre point, c'est que au bout d'un moment, quand vous avez un réseau, vous commencez à l'activer, surtout dans ces périodes-là, les chefs d'entreprise, pas vous qui allez me dire le contraire, ont très envie et besoin dans cette période de communiquer entre eux. Alors on a inventé de nouvelles façons de communiquer, et puis il se trouve qu'au bout d'un moment, vous envoyez un petit message à un collègue, et tiens, est-ce qu'on n'a jamais exploré cette possibilité, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités de synergie entre nous? Et j'ai eu plusieurs réponses favorables, et on a pu, oui, effectivement, collaborer sur des choses qui n'étaient pas du tout notre cœur de métier. On a notamment fait pas mal d'ensembles mécaniques pour l'industrie agroalimentaire, ce qui n'était pas du tout notre cheval de bataille jusque-là. Voilà, on a transformé, on est en train d'accompagner un collègue de l'accélérateur justement dans le monde de l'éclairage parce qu'il rencontre des difficultés avec ses pièces de fonderie. Donc on est en train de remonter dans la chaîne de valeur. Donc voilà, il y a eu plein d'opportunités qui se sont dégagées de tout ça. Très bien. Parfait. Donc le 360, tu nous as expliqué, ça a commencé quand et ça continue encore ou ça a duré pendant un certain temps? Ça a commencé à la fin, au début du dernier quadrimestre, enfin après les vacances d'été en fait. Et pour ainsi dire, on y est encore puisqu'on continue. Enfin, de toute façon, ça n'a de valeur que si c'est véritablement transformant. Donc vous imaginez bien qu'on ne retourne pas complètement le modèle d'une entreprise en 4 mois, donc on y est toujours, mais on continue L'objectif de VPI, c'est de faire des formats très très courts, donc c'est 3 mois hein, le programme, mais nous on est encore en train de travailler dessus, oui, bien sûr. Et donc, alors juste pour préciser pour le dispositif 360, Jean-François Lipski met un commentaire dans le chat pour ceux qui ne le voient pas, je le lis. Pour ceux qui sont intéressés, sachez que le dispositif 360 rebond est proposé par BPI aux PME, selon définition européenne, qui font au moins 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploient au moins 10 salariés, et aux ETI, à l'exclusion des entreprises en difficulté. L'aide prend la forme d'une subvention couvrant 50% des coûts de la mission de conseil. Très bien. Ensuite, alors, on avait une question. Mais oui. Ils ont fait un format pour les TPE aussi, c'est important de le préciser. Ils ont fait un format plus petit pour les TPE et ils ont très mal communiqué dessus. Ah mais je l'ignorais, tu vois. Donc ça, ce sont des informations qu'on va pouvoir relayer, nous, sur nos réseaux, puisque justement, ça va intéresser notamment sur les TPE. Il y a une autre question de Franck Glaser, elle est liée à ça, c'est pour ça, elle me dit pourquoi et dans quel cas d'avoir fait appel à une ressource externalisée, mais d'après ce que j'en crois, tu n'y as pas fait appel, c'est le consultant qui est venu te voir, on est d'accord? Oui, ils sont venus me chercher, mais bon, maintenant, si vous voulez, Quatuor Sony a fini par avoir une certaine notoriété auprès de BPI, je ne sais pas si certains étaient il y a 2 ans au BPI Inno Génération. Si c'est le cas, certains m'ont vu dans la fosse au Lyon, là en bas de la Corotel Arena, en compagnie d'un certain Nicolas Dufour, qui est le patron de BPI, et d'un autre individu non moins connu qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc voilà, maintenant BPI, moi, je ne vais pas les chercher. C'est eux qui viennent me chercher, clairement. Mais par contre, encore une fois, c'est la résultante d'un parcours long. Et je ne pourrais que recommander aux uns comme aux autres d'engager ce parcours avec eux. Voilà. Ok. Et tu as fait appel ensuite également au plan de relance du gouvernement, c'est ce que tu m'expliquais? Alors oui. Donc comment ça s'est passé? Ouais, l'autre thématique, pour nous, donc il y a une réflexion. On a dit tout à l'heure que l'apprentissage était quelque chose de très important pour nous, mais il y a aussi une réflexion au RSE autour des métiers, le questionnement autour des métiers que l'on propose et de leur attractivité. Il ne faut quand même pas oublier qu'on sort d'une période, je dirais, noire dans l'industrie aéronautique, où il était devenu un vrai challenge d'embaucher qui que ce soit, très compliqué.
Et une des raisons pour lesquelles on a du mal à embaucher dans l'industrie, c'est qu'on a quand même une représentation nationale très sombre des métiers industriels. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'Atoire Semis, c'est simple. Vu notre implantation et vu notre métier, en termes d'image d'Épinal, on se situe entre la petite Fadette et Germinal. Voilà. Donc tout va bien. Et il faut sortir de cette image, en tous les cas, de Germinal. Et donc, l'interrogation autour des métiers, elle ne date pas d'hier, là encore, mais il y a eu, encore une fois, une opportunité dans cette crise, c'est qu'effectivement, le gouvernement a mis de l'argent sur la table. Le mot subvention, on ne l'avait plus trop entendu se prononcer depuis pas mal d'années. On avait des avances remboursables, c'était bien sympa, mais ça ne nous aidait pas, ou pas beaucoup, et donc là, le mot subvention est réapparu. Donc à partir toujours le même mois de juin d'ailleurs, en même temps j'ai la proposition du 360 rebond, et puis émerge ce plan de relance où, dans un premier temps, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi oui, on a un appel à manifestation d'intérêt. Et dans cette AMI, nous, on va commencer par déposer un premier dossier où on dit voilà, on a des projets autour de la modernisation de nos métiers, la digitalisation de notre entreprise. Et puis, du coup, au mois de septembre, le gouvernement qui n'était pas sûr au mois de mai-juin finalement d'avoir beaucoup d'intérêt de la part des entrepreneurs si ils envisageaient de proposer de l'argent, de mettre de l'argent sur la table, a été assez vite convaincu qu'il était urgent de lancer la chose. Et donc là, ils ont lancé le fameux plan de relance avec un certain nombre de milliards à la clé qu'il était urgent d'aller chercher. Et évidemment, comme on avait pris de l'avance sur l'AMI, on a été tout de suite rappelé par les services de la Directe et de TPI, qui était la plateforme de dépôt des dossiers, pour nous dire vous avez déposé un AMI, maintenant il faut déposer l'AAP, l'appel à projet. Donc on a déposé assez vite, je crois que c'était le 29 septembre. On est passé dans le deuxième ou la troisième fournée de projets sélectionnés pour le secteur aéronautique. Et voilà, l'idée derrière tout ça, c'est donc la modernisation de nos métiers au travers de robots qui ont pour vocation notamment de concentrer l'activité de nos collaborateurs sur la véritable valeur ajoutée qu'ils apportent. En d'autres termes, on a des opérations de prise de référence qui nécessitent beaucoup de temps, des postures inconfortables de travail, etc. Et l'objectif, et sachant que la valeur de l'homme dans cette histoire-là, c'est plutôt la partie analyse et diagnostic, l'idée, c'est de les dédouaner de ces opérations désagréables, inconfortables et extrêmement longues au profit de leur véritable valeur, qui est celle de l'analyse et du diagnostic. Ok, très bien. Écoute, et donc aujourd'hui, après ce passage, avec ces deux outils dont tu t'es servi pour traverser cette crise, quel est le constat aujourd'hui et quelles sont les perspectives? Bon, le constat, comme tout le monde, c'est qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ceci dit, l'auberge, pour aller y dîner, on aimerait bien y retourner, mais voilà. Donc la crise sanitaire reste quand même préoccupante en ce sens qu'on a tous, je pense, l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. On a hâte qu'il nous pique le bras droit ou le bras gauche et qu'on en finisse. Mais a priori, c'est pas venu encore à ce moment-là. Clairement, les perspectives de reprise, elles sont véritablement pour nos métiers dans le deuxième semestre 2021, pas avant. Néanmoins, en cumulant ces différents dispositifs, en se souvenant aussi de cette vieille phrase de mon grand-père qui voulait que c'est en période de crise qu'il faut savoir investir. J'ai bon espoir, on n'est jamais certain, mais j'ai très bon espoir que l'entreprise s'en sorte. J'espère qu'il n'en restera pas qu'un, mais en tous les cas, j'ai bon espoir qu'on soit de ceux-là.
Très bien. Bah oui, s'il ne doit en rester qu'un, autant que ce soit celui-là. Voilà. On a une question par rapport à cette gestion de crise de quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Laurent Moisson, je ne sais pas, vous me direz qui est cette personne, qui dit: comment as-tu identifié tes besoins? Disposes-tu de ressources commerciales dédiées ou est-ce des gens à temps partagé ou autres? Alors, les ressources commerciales, ce sont des ressources commerciales internes. Et puis, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que effectivement, dans le 360 rebond où on a balayé la partie commerciale, là aussi, on a décidé de rebattre les cartes. Dans le souci de la cohésion interservice, on n'a pas forcément assigné le commerce au commerce ou la prod à la prod. On a complètement fait participer des gens de la production aux questions de commerce et inversement, de sorte que effectivement, il émerge de nouvelles idées et où que l'on valide les axes qui étaient déjà les nôtres en termes commerciaux, puisque c'était la question sur la partie commerce. Parce que on part du principe, comme je pars du principe ce soir, que même si on a possiblement valeur à intervenir, à parler, parce qu'on a réfléchi à la question, on n'a pas non plus la science infuse et qu'il est très bon de se faire questionner par, en l'occurrence, ses pairs en interne sur ce qu'on exerce tous les jours. Donc effectivement, on a appliqué ça à tous les niveaux de l'entreprise et en l'occurrence au commerce. Ok, très bien, merci beaucoup. Mais merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si tu veux rajouter, avant qu'on passe aux questions, si tu veux rajouter quelque chose, Laure. Sinon, je te propose que… J'ai déjà bien parlé. Je pense que tu as déjà bien parlé. Oui, on a tenu une bonne… Non, mais c'est bien, c'était riche. Je ne pas endormi, c'est bon. Riche de témoignages et d'enseignements. Et puis, c'est toujours intéressant de voir comment chacun gère les problèmes et les crises. Et c'est vrai qu'on voit quand même dans ton discours qu'il y a un fort ancrage très affectif lié à l'entreprise. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de parler à… ce qui est très bien aussi, hein, mais on n'est pas en train de parler à un dirigeant d'entreprise qui a été recruté par l'entreprise pour… Voilà, on est en train de parler de vraiment la personne… on voit que tu portes l'entreprise dans tes tripes. Et voilà, donc le discours est un petit peu différent et moi personnellement il me touche pas mal. On a des mains levées, donc on va prendre par ordre de priorité. Laurent, si tu veux, tu as levé la main, je t'ouvre ton micro pour que tu puisses poser ta question. Attends, hop. Non, c'est toi qui dois l'activer, Laurent, ton micro. C'est mieux là. C'est bon, on t'entend. Tu vois alors comment ça se passe au FFI, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui te coupe le sifflet quand tu Voilà. Bravo et merci Laure, c'était hyper intéressant. Non, juste pour dire que vous m'entendez bien déjà parce que j'ai des petits problèmes de réseau. Oui, on t'entend. Ça rentre en résonance avec beaucoup de choses qu'on porte, et en tout cas comme message au FFI. Alors d'abord, effectivement, comme vient de le dire Emmanuel, l'industrie, l'entreprise en général, surtout quand ça a des racines familiales, il y a un côté très humain. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable de l'incarner, de le montrer. Donc merci pour ce témoignage et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça, l'une des raisons pour lesquelles on a créé ce club avec Emmanuel et Gilles, c'est d'aller porter cette parole et de montrer que derrière des usines, derrière des entreprises, au nom parfois un petit peu abscons, se cachent finalement des réalités familiales, humaines, émotionnelles, qui sont super intéressantes. Donc ça, tu l'incarnes super bien, c'est parfait. En plus, je vais te faire un compliment, mais tu n'as pas du tout la tête de l'emploi. Donc ça nous sort un petit peu de toutes ces histoires où on voit un peu toujours les mêmes profils qui racontent des histoires qui sont passionnantes et ils le font très bien. Et c'est pas du tout contre eux. C'est plus que c'est très rafraîchissant, je trouve,
d'avoir une jeune femme comme toi qui prend cette parole et qui t'exprime avec une façon, enfin, en tout cas avec un style un petit peu différent. Ça montre aussi que cette industrie, elle est diverse. Et ça, il faut insister. On a quelqu'un, je crois, qui t'a posé une question, mais qui est Renaud. En fait, si tu veux, on est en train de réfléchir. Alors, on va sortir. Je sais, la balle est dans mon camp, Emmanuel. J'y travaille jour et nuit et je sortirai bientôt le mémo sur le Small Business Act à la française. Donc, ça va arriver incessamment sous peu. Mais on aime beaucoup, nous, ce sujet qui est de dire, voilà, entre entrepreneurs, entre sympathisants. Alors, il y a la BPI, il y a beaucoup de choses comme ça, mais alors, tu l'as illustré à plusieurs moments de ton récit. J'allais dire la collaboration, parfois entre entreprises qui pourraient se considérer comme concurrentes. Finalement, dans les temps faibles, dans les temps difficiles, on peut aussi être solidaire, on peut aussi faire ce que font d'autres. On parle beaucoup de la faiblesse de l'industrie française, c'est-à-dire que voilà, on fait 10% du PIB de la France, là où l'Italie, c'est plutôt 17, voire 18, l'Angleterre, qui est quand même pas, pendant très longtemps, on a tous été élevés à ça, on nous disait que l'Angleterre, il n'y avait plus d'industrie. Maintenant, il y en a plutôt 70% plus qu'en France. Voilà. Alors, quant à l'Allemagne, on est à 24%. Il n'y a pas que des éléments fiscaux. Il y a aussi un état d'esprit qui fait que les PME, les ETI se regroupent entre elles, discutent, tissent des liens, créent des écosystèmes qui finissent par être aussi puissants que des grandes entreprises. Et alors, nous, on milite beaucoup aussi pour la main tendue des grandes entreprises aux petites, mais enfin là, tu as illustré une situation qui était quand même plutôt, elle était tendue, mais plutôt dans la gueule, hein, on va dire. Donc, c'est quand même pas hyper sympa quand tu joues ta survie d'avoir en plus des baisses de prix. Alors, je ne sous-estime pas la difficulté et le choc frontal que un certain nombre de grandes entreprises, notamment du secteur aérien, ont pris, et donc il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Mais enfin, de là à mettre à genoux son écosystème, c'est quand même courte vue. Enfin, en tout cas, nous, on va faire ce mouvement qui est de dire que les grandes entreprises ne peuvent plus se comporter comme si les petites étaient une variable d'ajustement. On voit bien que ces histoires de performance à l'international, c'est une performance qui est une performance d'équipe, une performance d'écosystème. Et si la grosse baleine, elle se met à bouffer les poissons qui lui font sa toilette, et ben, elle finira par avoir une drôle de tête. Voilà. Donc, ça, on est très soucieux de ça. Et j'ai cité Renaud, mais l'autre grand sujet, alors qu'on a un petit peu moins abordé, on l'a abordé, mais on n'a pas assez avancé. D'ailleurs, Renaud nous houspille de temps en temps. Mais c'est que ce message que tu portes et que tu incarnes, et que Gilles aime beaucoup illustrer avec sa phrase fétiche qui est l'industrie c'est la vie, c'est que voilà, montrons que l'industrie c'est aussi quelque chose qui peut être sexy, qui peut être une vraie aventure. Je pense, Renaud, tu pourras illustrer ça, mais enfin, il y a quand même des moyens hyper intéressants et très modernes maintenant avec des lunettes 3D. On peut rentrer, enfin, j'écrivais il n'y a pas très longtemps un article qui a été relayé il n'y a pas très longtemps par Stratégie et qui disait que à l'ère de la transparence des médias sociaux, la façon dont on produit, l'outil de production, sa qualité, le fait qu'il soit en circuit court, qu'il soit local avec des vrais gens qui payent la sécu, qui participent à notre système, et ben en fait, ça devient un argument de vente. Parce que toutes ces entreprises qui produisent à l'autre bout du monde, il y a un petit côté mystérieux, inquiétant. Il y a des conditions de travail qui sont parfois très difficiles et qui sont parfaitement inavouables pour des grandes marques. On est en train d'en sortir et je pense qu'en montrant ce qui se passe derrière les machines-outils, au niveau des chaînes de montage, au niveau des ateliers, c'est quand même d'abord, c'est très instructif pour des gamins. Hein. Nous, avec Kadia, on a 4 enfants. Il y en a qui se posent des questions autour de comment on fabrique les choses, etc. Alors, il y en a d'autres qui sont comme ton frère, hein, c'est-à-dire, moi, désolé, mais enfin, je vais faire un truc qui est moins dans la production. En attendant, il y a quand même
des gamins qui se posent ces questions-là et avoir des réponses, surtout quand on est dans une terre d'industrie qui a été dévastée, on trouve moins de gens pour montrer, pour donner envie à ces gamins d'aller plus loin que la simple curiosité du comment ça marche, papa, ce truc. Alors surtout quand tu sais que moi je sais à peine visser une ampoule, autant te dire que je suis ravi d'avoir des gens aux forces françaises de l'industrie qui sont capables d'aller un petit peu plus loin comment visser une ampoule, notamment comment visser 2 ampoules, c'est 2 fois plus long. Voilà, tout ça pour dire, c'est super d'avoir des gens comme toi qui témoignent de cette façon et qui montrent que, et ça a été une question, je crois, de Jean-François. On a le 8 mars, je crois que c'est le 8 mars, c'est le 8 mars, on a un café virtuel sur le rôle des femmes dans l'industrie. Tu as donné un petit avant-goût. Là, on va avoir justement des industriels ou alors des entrepreneuses qui font travailler l'industrie qui vont aussi témoigner autour de Raphaël Duchemin. Ça va être, je pense, une belle soirée et c'est un message qui est un petit peu qui détonne et qui est très intéressant et qui apporte beaucoup de fraîcheur à notre message sur la réindustrialisation. Voilà, et donc de façon traditionnelle, je fais toujours des réponses absolument interminables ou des questions qui finalement ont aussi des réponses. Donc je vais te laisser te débrouiller avec tout ça. Voilà. Et après, on me dit que je parle trop. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le 8 mars, à l'initiative, nous avons la jeune personne qui est à côté de Laurent, qui s'appelle Kadia, qui est son épouse et qui justement porte les valeurs féminines. Tout ça est parti d'une blague, en fait, lors d'un de nos dîners, où j'ai fait un Facebook Live et où quelqu'un a réagi, une femme, en disant « Oh, il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre club », quelqu'un qui n'était pas à ce dîner. Et justement, les femmes qui étaient présentes se sont rebellées et ont mis plein de posts sur les réseaux sociaux pour dire « Mais si, regardez, au FFI, il y a des femmes, il y a des femmes ». Donc, c'est pour ça qu'on pousse maintenant désormais ça. Laurent, la prochaine fois que tu me dis que je parle trop, je te remettrai cet enregistrement dans la gueule. Parce que j'ai l'enregistrement. Je te signale que c'est fiché, j'ai des dossiers maintenant. Je garde tout. Alors, Jean-François, tu voulais poser une question. Je peux juste dire un mot, comme Laurent a dit 2-3 trucs sur moi. Bon, vas-y Renaud, oui, parce que ramène la vérité, s'il te plaît. On t'écoute. S'il te plaît, coupe plus le micro, là. C'est pas possible, ça. Je dis un mot très rapide. Laure, bonsoir, bravo. J'ai adoré votre intervention. Alors, Laurent, ce qu'il dit, c'est que nous, on a inventé un système qui permet d'avoir tout le temps son entreprise soit dans sa poche, donc en visite 360 interactive, soit maintenant sur une plateforme dédiée au Made in France qui s'appelle France Immersive. Et en fait, ce que vous disiez, moi, il y a 2 choses qui m'ont interpellé, c'est on va dans les écoles pour démystifier l'industrie. En fait, aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on essaye d'aider l'industrie à se démystifier en démultipliant sa capacité à faire visiter l'intérieur. Parce que pour la deuxième chose que vous avez dite et qui me parle beaucoup, moi je dis tout le temps, l'industrie d'aujourd'hui c'est plus Zola. Alors vous dites Germinal, donc c'est drôle, mais c'est un petit peu la même chose. Et en effet, du coup, moi des femmes entrepreneurs, par exemple, j'en connais qui ont fait des visites immersives, comme par exemple les 3 sœurs de Marius Fabre, qui sont la 5e génération du savon de Marseille, dans des 4 derniers savons de Marseille. Et qui ont repris l'entreprise l'année dernière officiellement. Et aujourd'hui, ça se visite. Et la visite d'entreprise, c'est quelque chose qui, évidemment, re-ancre l'industrie sur le territoire, re-ancre le savoir-faire dans son écosystème et donne, j'espère, même si c'est qu'une seule fois, envie à quelqu'un de se dire « Ah bah tiens, mais chaudronnier, ça existe encore ». Ou usineur, ah mais c'est ça usineur, en fait c'est un métier normal. Là par exemple, moi je prends le cas du savon de Marseille, le maître savonnier, il faut 10 ans pour devenir un maître savonnier, c'est hyper dangereux pour l'entreprise d'avoir qu'un seul ou 2 maîtres savonniers. 10 ans pour être un bon maître savonnier. Bah, si un boulanger visite Marius Fabre, parce qu'en fait c'est de la cuisine, il va s'y retrouver. Mais
j'ai beau lui raconter, il ne comprendra pas. Voilà. Bon, bref, j'embête personne, j'arrête tout de suite. Moi, je ne vais pas faire comme Laurent à parler pendant une plombe. En plus, il le fait beaucoup mieux que moi. Mais je me tiens à votre disposition, Laure. Et Laurent a une remarque, Laurent a une remarque très intéressante et qui va tout à fait dans le sujet. Renaud, à l'approche de l'apéro, il faut éviter les mots de plus de 3 syllabes comme démystifier, s'il te plaît. Ça me touche de la part de Laurent. Jean-François Lipskier, tu as levé la main, tu avais une question. Oui, alors j'en avais même deux, mais il y en a une dont la réponse a déjà été donnée, qui concernait donc la façon d'attirer les vocations féminines et le rôle que les FFI pouvaient y jouer. Enfin, la réponse n'a pas encore été donnée, mais en tout cas, on sait que le 8 mars, elle le sera, ou en partie. L'autre question, c'était en tant que dirigeant, dans un moment où tu te dis je vais réorganiser, reformater mon entreprise, je vais faire quelque chose de fort pour pouvoir affronter une crise difficile. Comment tu fais pour être suivi, pour t'assurer que tu vas être suivi par tes équipes, parce que toute seule tu peux rien faire, que les gens vont s'investir dans le même projet que toi, que tu vas les embarquer, alors que, a priori, ils auraient peut-être plutôt tendance à rentrer la tête dans les épaules et attendre que ça se passe. Comment tu fais pour les dynamiser, les motiver, et vraiment sur le côté humain pour qu'ils te suivent? Est-ce que c'est une démarche consciente? Est-ce que c'est juste instinctif? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec BPI France? Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs composantes qui se sont combinées? Bon, par rapport à ça, déjà, il faut savoir que dans notre entreprise, malgré sa taille, on a un dialogue qui est absolument direct avec nos collaborateurs. On a un CSE, bien sûr, mais il faut savoir que j'ai rien contre les syndicats, mais enfin, en l'occurrence, le nôtre n'est pas syndiqué. Ce qui a tendance à déjà simplifier un certain nombre de potentialités. Après, comme je l'ai dit, pour embarquer les équipes, finalement, ça a été un peu le faites-le vous-même. Quand on leur a proposé, d'une certaine manière, on ne leur laisse pas le choix parce que c'est aussi une très belle opportunité. Une très belle opportunité, bon, aussi c'est l'heure de l'apéro, pour eux, de participer à ces groupes de travail autour du 360 rubans. Voilà, ils ont, pour moi, peut-être convaincus d'une certaine façon que de ce qu'on a décidé soi-même. J'ai pas un management directif, descendant. De toute façon, c'est pas moi. Donc, et ça les a beaucoup perturbés au départ. Hein. Au départ, je dis au départ, je parle de 2013 parce que précisément, on a quand même des collaborateurs qui ont une ancienneté importante. Hein. On en accompagne jusqu'à la retraite après plus de 40 ans de carrière. Moi, en 2018, quand on a fêté les 60 ans, j'ai remis des médailles du travail à des salariés en activité et j'ai remis des médailles Grand Or. Donc, vous savez ce que ça veut dire, hein, les comptables. Et il y en a certains qui ont été assez perturbés, c'est vrai, au début de ce changement managériel, parce que mon grand-père, il était clairement dans son temps, hein, le patriarche. Hein. Ma mère avait commencé à faire une petite intrusion un peu plus délégative, mais quant à moi, on n'est pas dans le management de l'entreprise libérée, mais enfin, parfois on s'en inspire. C'est vrai que ça les a un peu perturbés, mais je pense qu'au final, si aujourd'hui on leur proposait de revenir en arrière, ils n'adhéreraient pas. C'est fini ce temps-là, enfin, en tout cas chez nous. Donc du coup, les embarquer n'est pas une question puisqu'ils s'embarquent tout seuls. Très bien. Jean-François, est-ce que tu as eu réponse à ta question? Eh ben oui, merci. Est-ce qu'on a d'autres? Peut-être le temps que d'autres questions arrivent, juste pour le petit point sur le comment on va chercher aussi des jeunes dans les écoles. Il y a 5 ans de ça, c'était assez précurseur hein, pour le coup à l'époque. Comme on n'arrivait pas à trouver effectivement de jeunes, en particulier en apprentissage,
qu'on n'arrivait pas à embaucher, qu'on n'arrivait pas à trouver, à féminiser nos emplois, on a décidé, alors, je pense qu'ils sont accessibles si ça vous intéresse sur notre site internet, sur la page YouTube, enfin, à laquelle vous pouvez accéder à la page YouTube. On a fait 3 petites vidéos. Une d'une de nos collaboratrices qui a expliqué que les métiers de l'industrie, c'était pas fait que pour les messieurs. Une vidéo d'un de nos anciens apprentis qui était devenu responsable de fabrication au terme d'un parcours intégralement par apprentissage au terme duquel il a décroché un diplôme d'ingénieur. Donc il a montré que l'apprentissage n'était pas fait pour les nuls, mais comme veut la représentation manichéenne des choses. Et le troisième, c'était un de nos collaborateurs de l'ajustage qui expliquait que aussi on pouvait, justement c'est le lien avec la boulangerie et la savonnerie qui expliquait comment lui il avait changé de voie littéralement puisqu'il venait d'un métier du monde de l'écologie et que finalement il se retrouvait ajusteur dans une industrie. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, les amis? Non? Tu vois, tu leur as cloué le bec à tous. Tu nous as laissé tous bouche bée, ça y est. Non, mais je pense que c'était suffisamment clair. Non, s'il n'y a pas tous endormis. S'il n'y a pas d'autres... Non, t'inquiète pas, c'est plutôt réactif. Et c'est vrai que, de toute façon, c'était très intéressant d'entendre ton témoignage. Et je pense qu'on a abordé, en fait, la majorité des sujets qui étaient à l'ordre du jour de ce café virtuel. Donc, je voulais te remercier au nom des FFI d'avoir accepté de participer. Merci encore à Jean-François pour la présentation de Laure, puisque c'est pas le tout de nous présenter et d'apporter à l'écosystème des entrepreneurs de l'industrie, mais c'est encore mieux des entrepreneuses de l'industrie et des personnes avec un profil de qualité comme le tien qui incarnent vraiment leur entreprise et qui sont positives. C'est vrai qu'on la sent, cette résilience avec laquelle tu as été élevé. On la voit dans ton visage, on la voit dans ton sourire. Voilà. Je pense, moi, que la résilience... Parce qu'il y en a qui disent « Oh, Kadia, levez la main !» non, oui, c'est Laurent ou c'est Kadia qui a levé la main? Oui, Alors, attends, on va lui passer là. Vas-y, Kadia, on t'écoute. Merci beaucoup, Laure, de cette présentation. C'est vraiment chouette. Et merci d'être intervenue. Hein. C'est la vraie sororité qui se révèle. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on sera ravis. C'est dommage que ce FFI arrive aujourd'hui. Sinon, on vous aurait envoyé une invitation pour le 8 mars. Mais en tout cas, on sera ravis de vous compter parmi nous. Voilà. Avec plaisir, si je le peux. Voilà. Bon, très bien. Oui, donc en tout cas, cette résilience, elle est... de prononcer un mot compliqué qui s'appelle sororité. Hein. Sororité à 19h51, c'est chaud quand même. Hein. Puis c'est un mot contre triple au Scrabble en plus. Il y a eu des missions de l'Académie française à cause de ça. Hein. C'est bien ça. Depuis que vous habitez Fontainebleau, je trouve que vous avez des écarts de langage, les moissons, là, c'est un truc de dingue. Depuis que vous avez quitté la capitale, c'est pas possible. Bon. Merci. Merci à tous. Donc oui, ce que je disais sur la résilience, je vais réussir à le placer quand même quand j'aurai arrêté d'être coupé par mon associé. C'est, je pense, la première qualité que doit avoir un entrepreneur. Malheureusement, c'est pas quelque chose forcément qui s'apprend. C'est quelque chose qui se forme, mais je pense qu'il faut déjà avoir un petit gène de résilience à la base. Ça se travaille, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Laure, donc encore une fois pour ton témoignage. Au nom de toutes les personnes qui ont participé, je trouve une bonne trentaine de participants au maximum qu'on a eu, c'est plutôt bien pour un café virtuel qui a lieu en période de vacances scolaires et sur un sujet comme celui-ci. Donc, c'était passionnant. On va envoyer le replay, le lien vers le replay par WhatsApp à tout le monde, comme ça vous pourrez le voir, et notamment ceux qui n'ont pas pu assister. Et si nous avons des demandes et des questions, je ne manquerai pas de te les faire passer. Pour finir, Laure, un petit mot de la fin. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui de quoi tu as besoin, si tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'un écosystème comme celui des FFI pourrait t'apporter? Qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter à un écosystème comme celui des FFI?
Le point qui a été abordé avec Jean-François quand on a préparé ce sujet, je pense que c'est, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le réseau, il est aussi fait pour s'apporter de l'aide mutuelle et chasser en meute. Je crois que la chasse en meute aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire émerger. Effectivement, je rejoins l'idée que on ne chasse pas en meute uniquement entre sociétés non concurrentes et il m'est arrivé, et encore pas si loin que ça, c'était en mois de décembre, de faire une offre conjointe avec un de mes confrères parce qu'aujourd'hui, à la fois, nos donneurs d'ordre veulent des entreprises avec des tailles critiques, ils rêvent d'ETI, ils rêvent en grand. En même temps, ils ne veulent pas perdre l'agilité, la réactivité des PME. Et nous sommes les PME, des forces vives, actives, réactives. Et que, à mon avis, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à survivre les uns les autres, même pour les concurrents, parce que de toute façon, une entreprise qui n'a plus de concurrents, finalement, est déjà un peu morte, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu ça ce qu'il faut qu'on arrive à travailler. Très bien, parfait. Bah, écoute, c'est dans la plaque par rapport à tous nos projets et notamment par rapport à ce qui va être annoncé, à ce que vous pourrez lire dans le mémo de Laurent sur le Small Business Act à la française, justement, quand nous l'aurons. Je ne veux pas jeter un pavé dans la mare, mais bon, voilà. Tu me donnes l'occasion d'en parler, donc j'en reparle. Très bien. Merci. Quand j'aurai un message à faire passer à Laurent, je t'appellerai Laurent, en fait, parce que tu le fais passer à merveille, en plus de tout à fait, c'est parfait. Voilà, mais ce sera le mot de la fin. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Hein? Ouais, non, ça cesse un peu cette connivence. Merci. C'est qu'il a pris de l'avance, il m'a eu avant au téléphone, il m'a passé 2-3 messages subliminaux comme ça. C'est ça, j'ai dit, si tu pouvais dire à Laurent, voilà, alors il y a ça qu'il faut faire passer, ça serait bien. Tu sais, les mecs un peu lents, ils ont besoin de plus de temps, donc ils s'y prennent en plusieurs fois, mais il faut résister à ça. Emmanuel, il est pas toujours fair play. Hein. On le connaît. Oui, j'espère juste que Bruno, qui m'avait interpellé avant cette visio, a eu ses réponses. Je pense que oui, non? Bruno, est-ce que tu es encore là? Oui, il est là, je le vois. Allô. Bruno. Oui, merci salut, Bruno. beaucoup. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui, ben, bien sûr. Et puis la question subsidiaire, c'était comment est-ce qu'on recrute, et puis tout ça, ça a été dans l'exposé. C'était super. C'était très enrichissant. Et tous les compliments ont déjà été faits. Je vais pas dupliquer tout ça, mais ça le mériterait pourtant. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. On a plein de remerciements et de félicitations, Laure, dans le chat, où tu ne le vois pas. Donc, merci encore pour tout. Bonne soirée. Je l'ai mis en visuel, c'est pour ça que je rigolais. Et puis, pour ceux qui voudraient des échanges après, j'ai un super téléphone, c'est mon doudou, avec LinkedIn dessus. Donc, vous pouvez me contacter via LinkedIn. Je pense que vous y êtes tous plus ou moins connectés. Oui, vous avez LinkedIn et dans l'invitation que vous avez reçue pour participer à ce café virtuel, la photo et le texte sont directement liés sur le LinkedIn de Laure pour que vous puissiez lui envoyer une invitation et communiquer. C'est son canal de communication préféré. Oui. Merci à tous. Merci Laure, merci Jean-François et merci à tous les FFI d'avoir participé ce soir. À très bientôt pour de nouvelles aventures et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci Laure. Merci à tous.